Vous êtes-vous déjà demandé ce qui définit un véritable leader ? Est-il possible d'allier succès financier et impact sociétal positif ? Je suis Ambeline Becker et c'est à ces questions que nous répondrons ensemble dans Vérité, le podcast où l'entrepreneuriat rencontre la transformation personnelle. Chaque épisode est un pas de plus vers votre transformation intérieure. Une chance d'harmoniser votre ambition et votre authenticité. Si vous aussi, vous êtes leader, visionnaire, artisan du changement, si vous ne faites pas qu'entreprendre, vous avez conscience d'avoir emprunté un chemin où leadership rime avec conscience, transformation et intégrité. Alors Vérité est fait pour vous. Ce podcast est votre passerelle vers votre prochain niveau de leadership éclairé. Alors, êtes-vous prêts ? Bonjour Chloé, bienvenue dans le podcast Vérité. Bonjour Ambeline, ravie d'être là. Et ravie également, on démarre une nouvelle saison ensemble pour le podcast et je suis vraiment heureuse de démarrer cette nouvelle saison avec toi. Avant que je te présente et que je parle un peu de ton parcours, est-ce que tu aimerais nous décrire ton environnement pour que les auditeurs puissent t'imaginer quand tu nous parles ? Alors, tu m'as demandé de me mettre au calme, donc j'ai hésité entre le bureau ou ici chez moi, et je suis chez moi, dans mon salon, sur le canapé. Je me suis mis super confortable. Derrière moi, il y a la peinture de mon amoureux, une des peintures de mon amoureux. Il y a des plantes. Il pleut un petit peu. Il y a une super belle lumière quand même. Je suis dans mon élément. Et tu es à Berlin ? Et je suis à Berlin, pardon. Oui. Je suis chez moi, dans un quartier qui s'appelle Wedding, dans le nord de Mitte. J'adorerais venir à Berlin. Je connais pas du tout Berlin. Ah, mais viens, je te ferai. Ah ouais, c'est super. On fera ça. Et puis j'ai aperçu la peinture de ton chéri qui est juste sublime. Petite pub pour mon chéri. Alors Chloé, tu me disais en préparation que tu es bien évidemment la fondatrice de Sivocratie dont on va parler. Tu as 43 ans, tu es maman de 2 garçons de 5 et 10 ans. Tu as un double master en psychologie clinique et en gestion des ressources humaines. Tu habites à Berlin depuis 10 ans. Et avant cela, tu as passé 8 ans en Chine où tu as lancé tes 3 premiers business, toujours avec une composante sociale et ancrée aux communautés locales. Donc, Sivocratie est ta 4e entreprise et tu me disais que c'était celle dont tu te sentais la plus proche en termes de mission. Tu me disais aussi que la Chine t'avait adoré parce que avant 2005, on avait vraiment l'impression que tout était possible. Ça t'a donné le goût de l'audace. Et puis, c'est fou parce que t'es partie en Chine, effectivement, alors que tout aurait pu être tracé autrement. Peut-être que tu auras envie de nous en dire plus. Et puis, ça nous parlera aussi de l'évolution que tu as en tant qu'entrepreneur. Parce que j'imagine que l'entrepreneur qui a créé la première boîte en Chine est pas celle que tu es devenue aujourd'hui. Donc, on va certainement y revenir. Tu crées Sivocratie en 2015, quand tu rencontres ton premier cofondateur dans un accélérateur hollandais. Et après, il y a différentes étapes, dont la levée de fonds et le Covid. Oui. Deux grandes étapes. Des événements marquants. Il y en a eu beaucoup d'autres. Ouais. On a suivi tous les clichés du grand 8 d'une start-up sociale. On les a tous cochés, toutes les cases. Les hauts et les bas ont été là, les 8 dernières années. Le grand 8 d'une entreprise sociale. Ok, tu vas nous dire ça après. Et aujourd'hui, donc après le Covid, il y a eu un pivot pour Sivocratie. Aujourd'hui, Sivocratie, c'est 200 clients, c'est
des projets d'engagement citoyen dans 7 pays en Europe, un chiffre d'affaires qui a triplé cette année, et vous êtes 7 au sein de l'équipe. 7 employés et 2 freelances. On est une mère. Ouais. Et la mission de Civocratie, donc c'est une agence créative, une plateforme digitale experte en engagement citoyen. Vous aidez donc plus de 200 organisations, donc vos clients sont les organisations en Europe, des entreprises, des ONG, des gouvernements, donc des organisations disent à mission pour rassembler leur communauté grâce à des méthodes participatives et en faire des ambassadeurs de leur mission. Votre puzzle, comme tu partages souvent, j'aime bien, tu t'emploies souvent ce mot puzzle, c'est de transformer une personne normale en un citoyen engagé. Et quand on s'est rencontrés la première fois, j'ai beaucoup aimé aussi le lien entre la citoyenneté et l'entrepreneuriat. Qu'on va aussi parler de ça ensemble. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à cette introduction? Non, je crois que c'est bien dit. Je suis suivre un peu le fil de ton fil à toi, de ce que tu veux creuser. Et puis, ouais, vraiment super ravie de pouvoir faire découvrir à tes auditeurs notre travail et puis mon cheminement d'entrepreneur. Et peut-être aussi de susciter de l'intérêt ou peut-être des gens qui travaillent dans des secteurs similaires. Voilà, super curieuse de cette conversation où ça va nous mener aussi. Et puis, bien évidemment, dans la description de l'épisode, vous avez les coordonnées la meilleure façon de connecter, de contacter Chloé. Alors, la question que je t'avais posée aussi, c'était avec quoi t'aimerais que les auditeurs repartent de cet épisode? Et tu m'avais dit, je voudrais donner de la force aux entrepreneurs qui doutent et l'envie de bousculer les codes et les schémas de l'entrepreneuriat à ceux qui ne doutent pas. Ah, c'est vrai, je te dis ça. Bah voilà, Ouais, tu m'as reposé la question il y a quelques jours. Et c'est la même chose que je voulais dire. Donc c'est bien, je me contredis pas. Ouais, je me disais aussi de peut-être aussi pourquoi pas voilà, encore une fois avoir des gens qui ont envie de nous contacter, d'en savoir plus, de nous découvrir d'autres entrepreneurs ou moi qui ont peut-être des mindsets un peu similaires. Donc voilà, cette question m'a beaucoup interrogée avec quoi je veux que les gens repartent. C'est un exercice super nouveau, donc j'y vais aussi un peu, encore une fois, avec un peu de curiosité pour voir ce que les gens prendront, parce que je suis pas tout à fait sûre. Et puis, tu sais, dans mon intention dans ce podcast, pour chacune des interviews, c'est aussi que mes invités repartent avec quelque chose. Donc, moi, je pose l'intention que tu reçoives le meilleur possible de cette conversation. Donc, il y a plein de sujets que j'aimerais aborder avec toi. Je suis pas sûre qu'on ait le temps en un épisode de tout aborder, mais pour commencer, j'aimerais justement que tu nous parles un peu de ton évolution en tant qu'entrepreneur, plus particulièrement sur la notion de réussite, de ce que ça veut dire pour toi, la réussite aujourd'hui, et peut-être faire la comparaison avec tes différents niveaux de conscience sur ce chemin. Alors, je vais essayer de répondre. Si tu veux que je t'aide dans la réflexion. Ou alors tu me remets sur le droit chemin si je m'éparpille un peu, mais ouais. Pas de souci. Mes premiers jalons d'entrepreneur, mes premières expériences en 2004 et aujourd'hui, évidemment que ça a beaucoup changé. Quand j'ai démarré mes études à 18 ans, j'avais envie d'apprendre un métier. Donc, vraiment, l'entrepreneuriat m'attirait pas du tout, ce que je connaissais pas. Pourtant, mon père était entrepreneur. Mon beau-père s'est mis à son compte, donc j'avais quand même quelques chouettes références autour de moi, mais j'avais, je pense, besoin d'un cadre et envie d'apprendre un métier. J'ai fait psycho en me disant je serai psychologue.
Quand même tout super tourné vers les gens et aider les gens, mais j'avais envie d'apprendre un métier. À cette époque, il fallait que j'ai un contour bien tracé. Et puis pour plein de raisons, quand j'ai terminé mes études, c'est au contraire la dernière année, c'est l'opposé qui s'est emparé de moi. J'étais à Paris, je terminais, j'étais en alternance, donc j'étais embauchée dans ma boîte. Et là, je me suis dit, si tu commences ce boulot à 24 ans, c'est tracé. Tu vas, voilà, tu vas démarrer le travail. En plus, je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup et à fond. Donc, je me suis dit, tu vas te mettre à fond dedans, peut-être rencontrer quelqu'un et puis c'est sur des rails. Et là, j'ai eu super peur. J'ai eu super peur de ça. Je peux pas dire exactement pourquoi. Et mon meilleur pote, Nils, était parti 1 an avant en Chine. Déjà, j'adore cet ami. Je le trouvais super aventureux. Et lui m'avait dit, écoute, ce pays, si t'as des idées et envie de choses un peu différentes, c'est le moment. Et effectivement, il faut se souvenir qu'en 2004-2005, la Chine, on avait l'impression qu'elle s'ouvrait. C'était bien avant Xi Jinping. Ils ouvraient aux capitaux étrangers. Il y avait de plus en plus d'étudiants qui partaient là-bas. C'était plus seulement un peu les baroudeurs excentriques. Donc, il y a eu une nuit, et cette nuit, elle a tout changé, où j'ai fait une grosse insomnie à Paris. Je devais être à 6 mois de la fin de mon année d'alternance, de mon master. Et je pensais à Nils et je me suis dit, plus jamais tu seras envieuse de quelque chose. Si tu as envie de quelque chose, si tu désires quelque chose, tu y vas. Et ça a été, je crois, le premier moment de ma vie où je me suis fait violence. On reviendra aussi sur ce terme de violence, mais où je suis allée un peu... Aujourd'hui, je le verrais pas comme une violence, mais en tout cas, comme j'ai eu envie de dépasser mes peurs initiales. Et ça m'a jamais quitté après. Parce qu'il y a eu à la fois une sensation de grand chaud dans le vide, surtout quand à 24 ans, t'as fait psycho et ressources humaines, où tu connais rien, hein. T'arrives en Chine pour démarrer quelque chose, tu sais pas quoi, dans une langue que tu connais pas. C'est vraiment un grand chaud. Mais c'était aussi, ça m'a donné des ailes. Je me suis dit, c'était capable de faire ça. Et j'ai eu envie de faire des trucs un peu extraordinaires, sortir de mon cocon, de mon milieu, d'un truc un peu, comme je disais, tout tracé. Ça m'a fait peur, bon, pour plein de raisons. J'ai pas forcément envie qu'on s'attarde dessus, mais j'ai eu envie de tout bousculer, sans fuir, mais en vraiment en cassant un peu le truc qui était bien tracé. Donc ça m'a toujours guidée. Aujourd'hui, j'ai un cheminement un peu différent. Sylvocratie, on est passé par beaucoup de choses, on y reviendra. Aujourd'hui, justement, l'idée, c'est de plus aller à contre-courant. C'est de continuer à avoir envie de me dépasser, d'apprendre, de cultiver cette curiosité. Je pense que j'ai un côté un peu hyperactif dans le bon sens, mais par contre, le mot violence, c'est-à-dire à tout prix, finalement, me mettre dans des trucs ultra compliqués, ultra challengeants, c'est moins dans l'état d'esprit. Et je me rends compte que je peux continuer à pousser, tu sais, t'as la théorie du dauphin, à vouloir sortir du bassin pour aller plus loin, sans que je me mette dans des situations où c'est justement violent, complètement nouveau, à chaque fois le gros challenge, le grand but permanent, etc. Donc à l'époque, j'avais besoin de ça. Je pense qu'il y a peu de milieux en Chine où professionnellement t'en prends autant plein la figure, et c'est un pays qui est en plus assez dur quand même, hein. C'est une culture particulière, donc t'es quand même toujours un peu dans le combat, tu vois, pour avancer. Et ce pays m'a beaucoup donné, beaucoup d'opportunités. J'ai rencontré des gens incroyables, dont mes associés. Bref, David, que j'adore et qui j'ai pas parlé depuis longtemps. Mais voilà, avec qui j'ai fait des trucs incroyables. Mais quand même toujours un peu avec une notion d'acharnement, de surpassement, de choses comme ça, qui m'ont apporté beaucoup, mais qui m'ont aussi, à mon avis, un peu endommagée. Et que j'ai du mal à sortir un peu de ce schéma-là. Et aujourd'hui, comme je disais, j'essaie de garder, c'est pas toujours possible, hein, mais de garder d'autres étoiles qui me guident, notamment plus de calme,
C'est pas toujours évident parce que je suis un peu excitée. De la joie, j'en ai besoin. Moi, j'ai besoin de me marrer profondément et donc de cultiver ça. Et tout en disant, comme je disais, j'aime quand même pousser le statu quo, enfin questionner le statu quo et continuer à faire ça. Si ça répond à ta question. Oui, bien sûr. Donc, si je résume, tu m'as dit... Alors, tu me l'as pas dit, mais je l'ai noté quand même. Comme clé, en fait, de... Alors, c'est pas forcément la définition de la réussite, mais j'ai noté les clés que tu partageais. Oui, ça, je l'ai raté. On peut en reparler. Ouais, on va en reparler, y a pas de souci. C'est les relations, les rencontres et les relations. J'ai l'impression que ça a été clé sur ton parcours. Ouais. La curiosité, le calme, la joie et questionner le statu quo. Ouais, c'est vrai que ça me guide beaucoup. Après, voilà, je reviens à toi. Donc, ta question, c'est sur le succès. Bizarrement, je m'aperçois que j'ai eu longtemps un problème avec le succès financier et en même temps définir mes échecs pas forcément le succès financier au rendu. Cette espèce de schizophrénie pour moi, les gens que j'admire et les entrepreneurs à succès ou les personnalités étaient pas forcément celles qui avaient un succès financier de fou. Enfin, les gens que j'admire sont pas forcément là-dedans. Et en même temps, je pense qu'on vient d'un pays, puis moi d'un milieu assez bourgeois, conservateur, même si dans ma famille ils sont super ouverts, ou quand même ce qui définit le succès, notamment entrepreneurial et le succès financier. Donc, même chose, c'est aussi sur un truc sur lequel j'ai appris à danser, mais mes premiers business, pour moi, j'avais envie qu'on reconnaisse sur, je sais pas, sur les chiffres qu'on formait, sur, trouver des associés qui étaient un peu différents enfin, mes indicateurs de succès n'étaient pas forcément ceux qui étaient, on faisait des millions, mais sur des critères que moi j'appelais succès. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu la même chose, sauf qu'on apprend à être plus en paix avec le succès financier, entre guillemets. On a une vision de l'entreprise démocratique un peu différente. L'objectif, c'est pas forcément de vendre, c'est d'en faire une chose qui grandit et dont les profits peuvent bénéficier à nous, l'équipe, mais aussi à toutes nos parties prenantes et surtout à notre recherche, à notre mission, qui, à mon avis, est infinie. Mais donc, c'est un peu d'être plus confortable aussi avec le fait que on peut scaler, on peut gagner beaucoup d'argent, mais que c'est vraiment pas c'est pas l'étoile du Nord, comme on dit. Oui, et puis c'est pas une finalité et c'est plus de nouveaux tremplins finalement. Et peut-être qu'à chaque niveau d'accomplissement, il y a besoin de lui redonner encore plus de sens à cette réussite et à ce niveau de chiffre d'affaires ou de création de valeur ou. Exactement. Et pour moi, la réussite aussi, elle est pas individuelle. Ça, c'est un truc qui me porte en permanence. Je ne peux pas m'auto-satisfaire d'une réussite si elle n'est pas collective, quoi. C'est pour nous, c'est l'équipe, c'est les clients avec lesquels on travaille, et ça a toujours été comme ça. C'est pas de l'altruisme de Schtroumpfette, hein. C'est vraiment, je le vois, je sais que j'ai besoin de profiter de ce qui marche avec les gens que j'aime autour de moi. J'ai besoin que mon équipe le sente comme un truc collectif. Et ça, c'est pareil, ça m'a toujours porté. Donc, les gens... mon beau-frère qui a aussi monté une boîte me disait que lui, il avait appris dans sa vie d'entrepreneur que t'as une grosse partie de ton équipe qui sont des passagers, qui viennent et qui sortent. Et je partage aussi ça. Mais c'est vrai que pour moi, le passager, s'il veut rester et s'approprier le succès, il a toujours eu de la place pour ça. Donc, et j'ai besoin d'avoir ce type de format dans les boîtes sur lesquelles je monte, où si tu as envie d'en prendre un bout et de dire que c'est à toi, la mission, l'entreprise elle-même,
Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a eu des questions cette année de peut-être rejoindre un autre groupe, on a négocié des parts pour toute l'équipe. Et c'est pas juste des petites PCE, des petites miettes, mais c'est vraiment de dire, OK, à quel moment de la boîte est arrivé. Après, il y a 1000 manières de le calculer. Mais encore une fois, pour moi, l'entreprise, c'est pas la mienne. C'est pas mon idée, c'est pas à moi à tout prix. C'est très détaché de ça. Je sais pas exactement pourquoi non plus. J'ai besoin de construire des choses où les gens ils mettent leurs pattes, se l'approprient, le déforment à leur manière, apportent leur pierre, tout en respectant évidemment ce qu'on a créé, la vision. Mais voilà. Donc encore une fois, le succès se définit vraiment par quelque chose de collectif. Et si au bout du chemin, s'il y a un bout du chemin, tu vois ce que je veux dire, c'était juste moi, je crois que j'y prendrais quasiment aucun plaisir. Ouais. Et je pense que là est toute ta force, toute ta singularité et peut-être aussi ta vulnérabilité. Oui, peut-être. Ouais. Et parce que et tu vois, bon, la saison 2 du podcast, je le disais en introduction, la saison 2 du podcast est féminine, ce qui n'était pas le cas de la première. Et justement, le message de cette saison 2, c'est de sortir du clivage sensible vs puissante. Et je trouve que là, la notion de collectif est vraiment une clé importante parce que c'est ce chemin de l'entrepreneuriat engagé, l'entrepreneuriat à impact, l'entrepreneuriat social et sociétal ou citoyen, pour plutôt reprendre le champ lexical de Stevocratie. C'est apprendre à trouver cette justesse entre le nous et le je. Aussi bien au niveau sociétal qu'au niveau interne à l'entreprise, tu vois. Tout à fait. Ces deux termes, en plus, j'aime beaucoup ces adjectifs. Hein. La puissance et la vulnérabilité. On me l'a souvent dit que j'incarne un peu ces deux choses-là. Et le fait d'être vulnérable et de le reconnaître, moi, je le prends plutôt comme un compliment. Encore une fois, j'ai pas besoin d'incarner un leader tout puissant, super fort à tout moment. Il y a des moments où c'est dur, franchement. Il y a des moments où c'est même... Genre, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment super dur. Et alors, bon, évidemment qu'en tant que CEO, tu as quand même une certaine exemplarité. C'est-à-dire permanence en haut, en bas, d'une heure à l'autre, c'est compliqué pour les gens de te suivre. Donc, mais quand même, quand des membres de mon équipe, de mon entourage me disent que finalement c'est aussi ce qu'ils aiment chez moi, c'est le fait de pouvoir se montrer vulnérable, l'affirmer. Je le prends plutôt comme une force. Et même chose, d'assumer sa puissance. J'adore ce mot, mais vraiment j'adore ce mot, le pouvoir, la puissance. C'est aussi de se dire que parfois t'es au top et tu te sens bien et t'exprimes vraiment ton potentiel et ce que tu es capable de donner, ta touche, et de aussi pouvoir l'affirmer, le crier. Et ben, c'est chouette, ça donne confiance aux autres, ça fait du bien. C'est bien aussi de l'affirmer. Et pour moi, c'est aussi une des verticales de toute façon dans mon parcours d'entrepreneur, c'est vraiment de pousser les gens qui m'entourent à exprimer cette puissance. Et ça s'exprime dans le leadership, ça. Et le leadership, c'est pas forcément que d'ailleurs au top d'une entreprise. Même chose dans mon équipe. Et j'ai envie, moi, j'ai besoin que mes collaborateurs, à des moments, ils soient en haut, quoi, et le disent, et qu'ils sont puissants et qu'ils expriment ce leadership. Ça me stimule autant que quand moi j'exprime ma puissance. Et même chose, la vulnérabilité, déjà moi ça me rassure, honnêtement. Quand d'autres me disent qu'ils se sentent pas bien, je crois que je t'avais dit ça la première fois qu'on a parlé, on me dit que c'est alors en moins élégant que puissance et vulnérabilité. Parfois je me sens au sommet, et parfois je me sens comme une sous-merde. Et oui, j'ai noté cette citation que tu m'avais dit. Ça me rassure un peu que voilà, autour de moi, il y a des moments où les gens soient aussi soient pas sûrs d'eux, doutent. Je pense que le doute, c'est quand même assez important, tant qu'on reste pas coincé dedans, tant qu'on peut en parler.
Et ça fait partie du truc, quoi. Après, il y a, je pense qu'en grandissant ou en mûrissant, on arrive à être moins ou tout en haut ou tout en bas. Je pense que c'est ça, l'entrepreneur de 25 ans, c'était au top, sous merde, au top, sous merde, au top, sous merde, pratiquement d'un jour à l'autre, ou tu vois. Là, aujourd'hui, bon, il y a aussi des moments où je te disais, je recherche plus de calme, où c'est ni l'un ni l'autre. Ça enlève pas de la puissance, mais ça permet de pas non plus s'éprouver quand t'es en haut, parce que ça prend de l'énergie aussi. J'ai trouvé parfois une espèce de vitesse de croisière où en fait t'es aussi bien comme ça, un peu en entre-deux, un peu en entre-deux. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on acquiert avec l'expérience, avec l'âge, et c'est un truc qui est assez confortable aussi. Ouais, et puis c'est aussi la possibilité de ressentir plusieurs niveaux d'émotions. Tu vois, Ouais. on peut être down dans une des sphères de notre vie et ça nous empêche pas d'être dans la joie ailleurs. Exactement. Ouais. De pas aussi se laisser bouffer par sa mission, son travail. C'est peut-être un truc dont on avait parlé aussi, mais je pense que peut-être un peu la différence que tu vois quand tu montes une entreprise qui a une mission sociétale, sociale, c'est que tu as un peu tendance à te confondre avec ça. C'est un peu c'est difficile de trouver la frontière. Alors déjà, en tant qu'entrepreneur, surtout au début, c'est compliqué parfois de mettre le stop dans ta vie privée. Mais je pense qu'en plus, quand tu essaies de suivre voilà, une mission qui va au-delà du profit, au juste de la super idée, solution que tu mets en place dans le monde, mais aussi pour changer les choses, c'est dur de pas se confondre avec cette mission. Ouais. Et c'est dur de trouver l'entre-deux et du coup de trouver quand la boîte va pas, etc., de se dire aussi que le reste peut bien aller quand même et que t'es pas obligé d'être au fond du trou, etc. Donc différencier ce qui te porte toi en tant qu'humain, même si en général ta mission elle fait partie de toi, hein, et de pouvoir aussi se dire voilà, il y a de la joie dans plein d'autres choses et parfois les choses marchent pas comme on veut, notamment le travail et la mission qu'on s'est donnée, c'est comme ça. Facile à dire qu'à faire, mais je trouve que c'est aussi un privilège de l'expérience, de l'âge, c'est de prendre un peu de distance par rapport à ça. Ouais, et cette notion de frontière, en fait, entre soi et l'entreprise, ou plutôt la mission sociétale de l'entreprise, on en a aussi beaucoup parlé avec Audrey Bouillet Ouais, dans la première saison. Tu l'avais écouté? Ouais. Où justement, on parlait de cette notion d'intégrité du CEO d'une entreprise à mission, dont on a parlé aussi, toi et moi, notamment vis-à-vis de la levée de fonds. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant parce que c'est peut-être ça, effectivement, le fil rouge de ce chemin d'entrepreneur à mission, de ce chemin d'entreprise à mission. C'est d'apprendre à affirmer ses frontières, quelle que soit l'ampleur finalement de l'impact et de l'enjeu et de l'urgence aussi. On parlait beaucoup de l'urgence de la mission avec Audrey, qui elle est sur l'aspect médical et santé des femmes post-opératoires. Et j'aimerais aussi ajouter la notion de citoyenneté, parce que je trouve que on revient un peu à cette frontière entre je et nous, aussi bien dans ce parcours d'entrepreneuriat que tu partages que dans cette notion de citoyenneté, d'engagement. Tu vois, comment trouver la justesse dans tout ça? Yeah. Ouais, bah écoute, nous c'est vraiment, je reprends cette notion de Paul, hein, c'est ce qu'on essaye d'inventer, de réinventer, de questionner, de construire. C'est qu'est-ce que peut être la citoyenneté aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que d'être un citoyen dans notre société, au vu de tous les défis auxquels on fait face? Et pour moi, cette citoyenneté, elle peut vraiment s'exprimer dans l'entrepreneuriat, dans le travail, quelle pierre on marque, comment on contribue à la société, et pas seulement en travaillant, en payant ses impôts, même si c'est déjà très très chouette. Mais il y a d'autres manières de se dire. J'ai l'impression que c'est une partie de la quête de beaucoup de jeunes. Ça fait vraiment plaisir de voir comment aussi on peut exprimer dans le boulot qu'on a choisi
comment ça met une pierre à la société. Et ça, c'est une autre chose qui, moi, me porte dans l'entrepreneuriat, que j'ai exploré de manière vraiment très différente en Chine. C'était beaucoup moins formulé. J'ai eu un bar, donc c'est pas exactement le truc ça contribue pas à la démocratie, évidemment, mais disons que la manière dont on l'a pensé, c'est ce que je disais, c'était de faire travailler des locaux, c'était d'avoir une autre dimension de profit, c'était de contribuer à un autre écosystème, c'était de capter une partie des profits pour faire profiter de gens. Enfin, ça a toujours été au cœur. Aujourd'hui, c'est différent parce que c'est dans le cœur même de la mission de Civocratie. Comment l'engagement citoyen et comment le restimuler pour qu'ensemble en tant que citoyen, voilà, on puisse faire face à ce qui se passe. Pour moi, ça s'exprime aussi, encore une fois, dans le travail. Donc, c'est sûr que quand tu décides de bosser pour une boîte, je sais pas, qui est Monsanto, ou quand tu décides de bosser par une boîte qui essaie de résoudre un problème, t'exprimes ta citoyenneté différemment. Et même chose dans ta manière d'être entrepreneur. Si, encore une fois, ton objectif, je le dis sans jugement ni méchanceté, j'essaie juste de partager un peu ma quête et ma vision. Hein, mais quand ton objectif, c'est de tout rafler en haut, voilà, c'est tout ça, ça peut être questionné. Il y a quand même, alors je pense pas du tout que ce sont les entrepreneurs qui vont changer le monde. Je pense que c'est chacun à son niveau. C'est nous citoyens, nous entrepreneurs, nous employés, nous membres du gouvernement, nous politiques, etc. Chacun a une pierre magnifique à jouer et on peut exprimer cette citoyenneté de cette manière-là. Donc ouais, pour moi, je voudrais, c'est ça, c'est de transformer une personne normale. Je dis, c'est pas pompeux, mais une personne qui a envie de se mobiliser un peu dans plusieurs aspects de sa vie. C'est la quête. Ouais, c'est ta quête et la mission de Civocratie. Ça m'interpelle aussi, tu vois, cette notion de citoyenneté et d'intégrité, parce que moi, ce que je vois aussi, et puis tu parles de la Chine, ça peut aussi évoquer ça. Comment l'intégrité des citoyens est respectée? La Chine, pour le coup, là, ce qui se passe depuis 2012-2013, c'est super dur à voir et à regarder parce que, encore une fois, il y avait un peu cet élan un peu inverse, et voir que ça a été écrasé dans l'œuf, c'est un peu triste. C'est un pays, c'est très dur de rester intègre. Alors, encore une fois, je crache pas. Ce pays m'a tellement apporté, genre, tellement de gens que j'ai adorés. J'ai pu être entrepreneur avec littéralement 5 000 € à 25 ans. Et mon associé, pareil. Donc, on a fait des trucs tellement incroyables que je crache pas dans la soupe. J'ai fait des choses que j'aurais jamais pu faire à Paris. Et ça a bien marché. Enfin, on a eu de la chance et c'est grâce aussi à ce que ce pays nous a autorisé. Mais c'est un pays. À cette question, je précise que cette question d'intégrité du citoyen, je la pose pas envers la Chine, je la pose un peu de façon globale, parce qu'en Europe, c'est pas forcément mieux. Mais ouais, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est un pays en plus où, voilà, quand même ici, oublions pas, même si il a des gros défis à résoudre, on reste quand même dans des démocraties qui sont certes malmenées, sur lesquelles je pense qu'on a un énorme pouvoir et une super belle responsabilité pour faire changer, mais on reste quand même dans une démocratie. C'est une base qui est incroyable, qui est fragile, donc il faut la défendre. Mais voilà, on peut choisir, on peut quand même, on a une certaine liberté d'être, de faire, de créer. Et c'est pas le cas dans beaucoup de pays, dont la Chine. Et c'est une différence fondamentale. Donc oui, l'intégrité du citoyen aujourd'hui, elle a été énormément malmenée. Encore une fois, on a chacun une responsabilité. Et moi, j'adore ce acte de responsabilité. Même chose en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen. Parce que la responsabilité, c'est ça la puissance. Et puis, c'est quand tu prends cette responsabilité que tu deviens citoyen. Donc, cette démocratie, il faut la faire évoluer, il faut la préserver, il faut avoir envie de la préserver. Et je pense qu'elle a vocation à se redéfinir, se transformer. Mais je vois plutôt naturellement le verre à moitié plein. Donc, j'espère que voilà, c'est le moment et que petit à petit ça va se faire. Mais c'est pas gagné. Donc,
oui, tu as raison, l'intégrité du citoyen, de nos démocraties est fortement chamboulée. Est-ce que c'est pas aussi l'opportunité justement de le redéfinir, de le refaçonner pour que ce soit plus en plus en phase avec ce qui nous bouscule aujourd'hui? Ouais, je pense que oui. Ouais, et puis ça nous pousse à reprendre notre pouvoir, en fait, à reprendre notre pouvoir, à reprendre notre responsabilité et à se questionner sur, effectivement, mon intégrité, elle est où? Exactement. Ouais. Alors, attends, j'avais noté aussi, on parle de puissance, on parle de citoyenneté, on parle d'intégrité. Ça serait quoi, d'après toi, un peu le fil rouge de tes 4 entreprises? Oh là là, j'ai fait des trucs tellement différents. Le fil rouge, euh, je sais pas, moi j'ai l'impression que je suis une opportuniste incroyable dans le sens où je j'avance et il y a des trucs qui se posent et que je saisis et d'autres que je laisse et ce qui me mène toujours au truc d'après plus ou moins entière. Il y a un seul morceau. Le fil rouge, c'est le désir, c'est la joie, ce qui m'apporte du kiff, c'est comme je disais un peu le dépassement de soi. Je pense que même si aujourd'hui j'essaie d'être moins dans le l'acharnement et le surpassement à tout prix, j'ai quand même besoin de faire repousser un peu mes limites et de voir. J'ai besoin de nourrir mon esprit et plein de choses avec des choses, mais c'est ouais, je dirais désir, joie, curiosité, c'est le fil rouge de ces Et choses il y qui a, ont envie d'aller plus loin. il y a le mot appartenir qui me vient. Alors, ouais, je pense qu'il y a derrière tout ça un grand besoin d'exister quand même et de trouver ma place. Euh, un besoin d'être reconnue, d'être aimée. Donc ça aussi, ça m'a fait beaucoup gesticuler. J'ai pensé d'énergie. Euh, ouais, c'est ça, c'est bizarre, c'est cette nuit blanche de dire, tu t'admireras plus jamais s'il y a un truc qui te fait rêver, tu le fais, quoi. C'est un peu à mi-chemin entre, ouais, ce besoin un peu d'être là, d'exister, d'être reconnu, qu'on me dise, ah, t'es génial, et en même temps de me dire que je peux le faire et que pourquoi pas. Si j'ai envie, vas-y, autorise-toi à prendre cette place-là et à te dire que toi aussi tu peux le faire. Le besoin d'exister, même chose. Je trouve qu'en grandissant, t'essayes de le tourner vers un autre truc. C'est que t'existes déjà, donc t'as pas besoin de cette reconnaissance à tout prix. Le kiff, il peut être aussi c'est ça, c'est exprimer sa puissance, se trouver à sa place. Sur les femmes et entrepreneurs, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. C'est de se dire non, je suis là et je sais pas, je l'ai mérité, je suis à ma place. Et ça veut pas dire que je doute pas, et ça veut pas dire qu'il y a des trucs que je fais moins bien, mais je suis là parce que j'ai décidé de l'être, parce que la vie m'a apporté ça et que du coup j'y vais à fond. Appartenir, bah oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Quand je te disais dans ma bio, mes business et tout ce que je fais, c'est ancré dans la communauté, c'est-à-dire que moi j'ai besoin de bosser en écosystème. Donc tu vois, par exemple, là, on est dans un secteur qui s'appelle la civic tech. J'ai besoin d'être auprès de mes coachs de la civic tech. J'ai besoin de m'entourer de femmes entrepreneurs. Tu vois, il y a une notion de communauté, d'être au sein d'un truc où je me sens bien et où j'ai l'impression que j'ai un truc à apporter et à apprendre. Si c'est là-dessus que c'est ça qui te tient dans le mot appartenir. Ouais. Ouais, il y a vraiment, je ressens beaucoup cette énergie de lien, de rencontre, de. Ah, moi, je ne suis pas toute seule. Hein. J'ai Ouais.
beaucoup besoin de solitude mais je prends pas de plaisir à être en haut toute seule, ou en milieu d'ailleurs, parce que je suis pas en haut, mais tu vois ce que je veux dire, c'est, ouais, j'ai besoin que ça se vive en collectif, j'ai besoin de taper dans la main des autres pour me sentir vraiment heureuse. Ouais, effectivement, il y a vraiment cette notion de collectif qui est très forte. Parce que même un bar, c'est un lieu de rencontre, en fait. Je comprends pas ceux qui sont pas là-dedans. Tu sais, c'est clair que l'entrepreneuriat social n'intéresse pas tout le monde, l'entrepreneuriat n'intéresse pas tout le monde, mais il y en a d'autres qui vont pour des raisons, voilà, de succès financier, de certaines reconnaissances. Et le collectif, ce qu'on en retire, enfin pour moi, c'est tellement énorme en fait que ça m'encourage beaucoup de me dire une fois que t'as raflé ta mise, ouais, pourquoi c'est cool quoi. T'es avec qui, ouais, c'est bien tout seul. C'est pas du tout ma manière de fonctionner. Ouais, mais ça, je pense que c'est une grande force aussi d'avoir déjà cette conscience du collectif et de se sentir porté. Moi, j'entends aussi des gens, même des personnes qui sont ouvertes spirituellement, etc., qui ont peur du collectif parce que il y a comme un risque pour leur intégrité, pour leur énergie, pour leur bulle, tu vois. C'est sûr que ça prend plus de temps, hein. Qu'il y a des moments, même moi, hein, en tant que dirigeante d'une boîte, c'est sûr que ça irait plus vite si je dis c'est comme ça, on fait ça, on fait comme ça. Mais encore une fois, si tu arrives à t'entourer de gens qui sont sympas, intelligents, passionnés, je vois pas l'intérêt de pas leur demander de pas le faire ensemble en fait. Mais c'est encore une fois, c'est pour moi d'une telle évidence que voilà, le tempérament petit chef me dépasse complètement. Et par contre, oui, c'est que la différence, c'est que je sais que derrière ça aussi, c'est un besoin de reconnaissance et d'être accepté. Donc, ça, en grandissant, tu laisses un peu de côté pour finalement dire le pendant positif, l'opportunité de ça, c'est au contraire d'apprécier à plusieurs, de redistribuer, de partager. Et en fait, ça t'apporte aussi un confort de dingue parce que les crises qu'on a traversées, si t'es le petit chef, mais t'es seul, quoi. T'as personne avec toi. L'avantage d'avoir une mission qui te dépasse toi, mais voilà, qui est le bien commun, c'est pas le mot que je veux, c'est pour une mission plus sociétale, sociale. C'est que d'autres personnes peuvent se l'approprier. Donc ils viennent te suivre toi et ton leadership, mais en fait, ils viennent vraiment suivre la vision. La deuxième, c'est que quand ils s'approprient le truc, toi, ça te laisse aussi la liberté quand t'es au fond du trou, quand t'es moins aussi au top, parce qu'il y a des jours aussi, ta créativité, elle part. Enfin, des jours, parfois, c'est des mois, tu laisses un peu les clés au reste, quoi. Et eux, ils se sentent à leur place aussi et ils font avancer le truc. Mais ça, c'est d'un confort, c'est fou. Et ça t'apporte tellement. Donc, il y a des moments où c'est toi qui es le moteur et t'as la pêche, mais c'est parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui le sont moins, mais l'inverse, c'est aussi vrai. Et là, moi, j'arrive pas à croire encore aujourd'hui être cette équipe on est 7, 9. Alors, on a déjà été plus nombreux. Il y a d'autres moments dans l'équipe, c'était beaucoup moins fluide. On a moins réussi à trouver cet équilibre. Il y en a qui étaient super frustrés. Enfin, on pourra même y revenir aussi, mais en tout cas, depuis quelques années, c'est d'avoir laissé cette place, de permettre aux gens d'avoir de l'ownership, de la responsabilité, de la croissance personnelle. Mais c'est un confort de dingue. Encore une fois, c'est vraiment un confort énorme. Parce que, alors oui, on questionne ton leadership, oui, tu vois, on te met pas sur ton petit trône et que de temps en temps, t'aimerais bien être un peu la reine des abeilles parce que t'es entrepreneur. C'est marrant que tu dis ça. Un peu d'ego. Mais en choix, encore une fois, c'est quand toi, t'es pas au top de ton game, quand plein de choses, t'as les autres, quoi. Ils sont là, ils prennent leur place. Quel kiff aussi de les voir, exploser là-dedans. C'est vraiment génial. Et ça me drive et pardon, je mets plein d'anglais, mais
ça me porte autant. Et ça, je trouve que c'est un truc que j'ai aussi envie de donner, l'étincelle. Donc, le petit plaisir d'être au top, il ne peut pas être surpassé par celui d'avoir des gens autour de toi avec qui tu permets d'exprimer qui ils sont et d'exploser. Et puis, il y a des jours où c'est un peu toi, il y a des jours où c'est un peu d'autres. C'est génial. C'est top. C'est marrant que tu parles, enfin, que tu fasses allusion à la reine des abeilles, parce que c'est exactement les abeilles auxquelles je pensais depuis tout à l'heure. Depuis qu'on parle d'appartenir, d'appartenance, j'ai cette image de ruche. Non, mais c'est vrai que ça apporte une certaine satisfaction, hein. Tu CEO sur ton LinkedIn, t'as invité sur des conférences. En plus, aujourd'hui, t'es female leader. Voilà, il y a des choses où on va pas se mentir. En plus, tu portes une mission comme nous, t'as quand même une certaine reconnaissance de pairs que toi t'admires aussi. Donc ça apporte du plaisir, ça nourrit, ça caresse un peu ton ego, évidemment. Mais et puis il y a rien de mal à caresser un peu son voilà, ego. exactement. Il y a des moments où t'es un peu là pour le fame aussi, pour tu vois. Mais si c'est que ça qui te porte, je pense qu'à un moment tu te ramasses vraiment beaucoup, parce qu'encore une fois, dans un cheminement d'entrepreneur, c'est pas tout lisse. Ouais. Vraiment pas tout lisse, et que si ton kiff c'est de la reine des abeilles, t'es tellement malmené. Et La reine des abeilles, sans les abeilles, elle n'existe pas. Hein. exactement. Donc parfois c'est y a toi, aussi parfois c'est l'autre qui devient la reine, et tant mieux. Ouais. Et ça permet d'avancer. C'est vraiment. Il y a aussi cette notion depuis tout à l'heure, il y a genre 10 000 choses qui me viennent et voilà. Mais tu vois, c'est comme si la reine des abeilles, je la vois pas à travers toi, je la vois à travers l'entreprise. C'est comme si c'était l'entreprise qui était la reine. Ah ben ça me fait plaisir. Tu vois, c'est toutes les personnes qui gravitent et ouais. Il y a cette notion, on a parlé de la notion de la puissance, et il y a aussi évidemment la puissance du collectif qui ne peut pas exister sans la puissance individuelle finalement. Ça se nourrit, tu vois. Power is in number, définitivement. C'est le motto interne de Sivo. C'est ça, hein. Et le succès, c'est quand il y aura des millions de citoyens, des millions d'organisations qui ont envie de mettre ça, le pouvoir du collectif. Ouais, c'est beau. Ouais. Et alors, pour passer un peu à l'autre polarité, tu parles beaucoup de la violence aussi, de la violence notamment de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y aurait un moment où tu aurais dit stop pour justement basculer vers les clés aussi aujourd'hui que tu as partagées, qui sont la curiosité, le calme, la joie, le questionnement du statu quo, mais d'être dans le dépassement sain finalement, d'être dans ton intégrité. Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un point de bascule où t'as dit stop? Alors, j'ai eu envie d'arrêter plusieurs. Voilà. Je me suis posé la question plusieurs fois si je devais continuer, et de pas savoir en fait pourquoi je continue. Il y a vraiment eu des moments où j'étais la seule à y croire. Hein. Et puis tu vois, quand il y a eu des moments où Silvocratie, voilà, on a mis du temps à trouver notre business model. Et puis c'est pas que le Covid, je peux pas me cacher derrière, parce que déjà avant il y a eu des moments très compliqués. Le Covid a été une des autres choses compliquées, mais voilà. Et je pense que dans l'entrepreneuriat social, s'il y a très peu de, entre guillemets, de personnes qui arrivent à trouver le point de bascule qui fait que tu t'es pas là et tu survis, mais t'existes et tu grandis. C'est compliqué. Tu essaies de résoudre des choses qui n'existent pas encore, etc. Donc, plusieurs fois, je me suis dit, pourquoi tu continues? Je sais pas m'arrêter, moi. C'est vraiment mon problème. Je sais pas faire.
Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a un truc, j'y vais. En revanche, il y a eu un point de bascule, et là encore, voilà, je suis souvent la nuit. Euh, et c'est pas toute seule, hein, c'est grâce à... Enfin, j'ai un moment dans le podcast où je voudrais dire le nom des gens qui Oui, m'ont bien sûr. soutenu, Je note. qui ont été là, qui m'ont entendu pleurer, douter, répéter 150 fois la même chose. Mais il y a eu un moment, par contre, et ça, c'était il y a 2 ans. Il y a eu une partie de personnes un peu nuisibles, notamment dans les investisseurs qui pensent te faire du bien, mais qui en fait t'écrasent, voilà, qui ont pu partir, parfois un peu dans la douleur. Il y a eu une partie de l'équipe qui était pas bien, et enfin eux qui se sentaient mal, et du coup ça, voilà. Bref, il y a eu un moment où ça a tout été un peu compliqué, et puis ça s'est apaisé, mais surtout il y a eu ce point de bascule où je me suis dit plus jamais tu feras de ta vie une insomnie à cause du boulot. Ça vaut pas le coup. Et c'est bizarre, mais ça a marché. Bon, je dis pas que je dors tous les soirs comme un bébé, hein. Je dis pas que tous les jours je suis en position du lotus. Ça évitait de mettre du sol, parfaitement calme, et avec un petit sourire, évidemment. Mais ce truc d'intégrité où tu dis, en fait, c'est un moment où euh, c'est juste que c'est complètement stupide que ça te bouffe comme ça. Enfin, qu'est-ce qui te bouffe déjà? Pourquoi tu te laisses submerger? Pourquoi finalement, le tsunami, tu le crées un peu toi? Donc oui, il y a le Covid, oui, il y a plein de trucs, tu vois. Mais en soi, on se calme, tu vois. Tu résous pas, tu dois pas trouver de vaccin du Covid pour demain. Il y a des trucs où si ça marche pas comme tu veux, s'il y a 30 000 mécontents autour de toi pour des raisons, il y a aussi 60 000 contents. Donc, t'apprends à te focaliser sur le bon, déjà, de plus se prendre la tête et se faire des nœuds au ventre et au cerveau. Et ça a été je peux pas te dire pourquoi. C'est un peu comme la nuit blanche à 24 ans, en me disant, je veux une autre vie. De ce truc de me dire, non, mais ton boulot, tu peux apprendre à t'investir. En fait, on sait que t'es engagé, c'est bon, on n'a pas besoin qu'en plus, tu vois, tu perds tes cheveux. Ouais. C'est pas, personne te demande ça. Et c'est toi Et justement, est-ce que, parce que tout à l'heure tu disais euh, que que l'entreprise n'était pas à toi, Oui. on sent qu'il y a effectivement, t'es comme missionné par autre chose. Il y a quelque chose de plus grand qui te porte. Et donc, à un moment donné, sur ce chemin que moi j'appelle initiatique de l'entrepreneuriat, tu te dis, ok, donc si c'est quelque chose de plus grand qui me porte, bah, ce quelque chose de plus grand, il va aussi me porter moi. Ouais, ouais. Et puis, encore une fois, enfin, je l'ai choisi, je bosse pas pour, je suis pas obligée. Mon entreprise ne fabrique pas des aspirateurs, tu vois. J'ai décidé de faire un truc qui est génial, qui permet d'avoir une équipe géniale, des clients que j'adore, comme je disais, des copios entrepreneurs, activistes qui font des trucs de fou. C'est ça qu'il faut voir. Le reste, et puis de se rappeler, enfin, honnêtement, moi je trouve que, en tout cas moi, je suis dans une partie, tranche du monde extrêmement privilégiée, même si on a tous une holo de soucis, de souffrances et tout. Donc, on se calme, on remet les choses en place et on avance et on le fait avec joie. Et d'ailleurs, le moment où tu replaces un peu de ça, tu prends un peu de distance, tu reprends un peu ton sens de l'humour aussi, parce que ça aide. Tu t'entoures de gens qui te montrent un peu ça aussi, donc dans tes collaborateurs, ta famille, etc. Même si la famille, c'est pas toujours simple parce que eux, quand ils te voient souffrir, ils ont envie de te dire, bon, en fait, arrête. Et donc, c'est pas forcément les conseillers les plus avisés autour de toi en tant qu'entrepreneur. C'est une autre forme de soutien, un défectif qui sait que tu dormiras pas sous un pont si jamais ça te foire, tu vois. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, de se dire, il faut quand même prendre conscience que tu as choisi cette classe d'entrepreneur. Puis il y en a enfin, j'en ai eu pour le coup des collaborateurs. Viti, elle vient du Venezuela, elle a 0 matelas de sécurité. Donc elle, si elle bosse pas, enfin, c'est mort quoi, c'est rien. Elle doit se débrouiller tout par elle-même dans un pays qui est compliqué. Donc elle est là, c'est à la force du poignet. Moi, j'ai pas ça.
Donc, ça n'empêche pas que tu prends les choses à cœur et que de temps en temps, on est humain et que t'es là, ah, pourquoi? Mais en soi, de souvenir encore qu'il faut mettre ce mot de joie, de le remettre un peu au centre, tu vois, l'église au milieu du village. Ouais, c'est ça. C'est puis relativiser aussi. Et depuis, ça marche. Mais tout marche tellement mieux. Je te disais, on va fait notre chiffre d'affaires. Alors, il y a un peu de ça, un peu de fait aussi. Après 6 ans, tu pivotes, tu trouves d'autres solutions, tu te fais ton nom, le Covid est passé, t'as réajusté. Enfin, tout ça, c'est aussi la créativité dont on a fait preuve. On bosse, on est hyper concentré. Je pense qu'on l'équipe, on bosse bien, quoi, évidemment. Mais je pense que le fait d'avoir un peu, tu vois, soufflé, remis les trucs, repris un peu de distance par rapport à tout ça. Enfin, d'ailleurs, si certains mecs osaient dire, mais déjà, pourquoi elle s'est fait des nœuds au cerveau à ce point-là? C'est facile parfois de se perdre un peu là-dedans. Est-ce que c'est ça. Puis c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est aussi se sacrifier pour sa mission. t'es un peu submergé, tes problèmes de physique, voilà, parfois. Et puis on est quand même aussi dans un paradigme de souffrance, hein, donc il faut réussir à sortir de ce truc de j'existe à travers la souffrance. Un peu, ouais, mais exactement. Et puis d'écouter il y a des gens qui sont très forts pour critiquer et en fait t'écoutes un peu qu'eux et qui, je disais encore une fois, qui pensent te faire du bien, mais en fait c'est un peu tu vois, c'est un peu de condescendance ou de paternalisme mal placé. Moi, je suis un peu sensible parfois à ça. Et alors qu'en fait, t'as beaucoup plus de gens, si t'es malin, qui te portent, qui te font avancer, qui te montrent, voilà, là où t'es forte et où ça se passe bien. Et ça, il faut pas le perdre. Et parfois, on se laisse un peu avaler par le tsunami et tout te paraît un peu insurmontable. En revanche, de ce que je vois quand même, c'est que il y a peut-être un petit parti un peu abîmé qui est un peu dur à réparer parfois. Tu vois, après 20 ans, là, peut-être un peu plus usé. Et c'est pas que l'entrepreneuriat, mais un peu je le vois un peu chez mes copains activistes. À passer 40 ans, ouais. Et à un moment, tu te dis, puis tu te dis, j'ai juste envie d'être en paix. Ouais, un peu. Et d'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas que construire tes forces sur le collectif, où finalement, il y a une partie du flambeau, ou tu sais, de la flamme, où tu dis qu'il y a peut-être des gens que tu partages plus jeunes qui vont arriver. Et toi, tu sais aussi que ton énergie, il faut la mettre un peu différemment. Ouais. Donc, c'est pour ça que si on peut se réveiller un peu avant et je parle pour les entrepreneurs sociaux ou activistes d'être on est les choses un tout petit peu moins à cœur dès le départ. Et puis toujours mettre sa paix, son bien-être, son intégrité au cœur, en fait, en priorité. La paix et se marier un peu, quoi. Parce que c'est que, encore une fois, il y a ceux qui habitent en Syrie sous les bombes et il y a nous. Et tu vois, c'est plus compliqué ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la place, le choix d'entrepreneur est quand même un truc qu'on a choisi, que parfois tu subis un peu parce que tu as une responsabilité que tu t'arrêtes pas du jour au lendemain. Et surtout, je pense quand tu es entrepreneur social, tu le prends très au sérieux. Donc, tu t'arrêtes pas, enfin, tu t'arrêtes pas du jour au lendemain. Donc, parfois, tu es un peu en train de subir. Mais c'est quand même une place choisie. C'est génial. Là aussi, c'est de la puissance, quoi. Et il faut voir comment tu peux l'exprimer au mieux. Carrément. Et puis, je trouve que c'est important aussi ton témoignage parce que ça montre à quel point, à chaque étape, c'est une nouvelle autorisation que tu te donnes. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu aimerais ajouter autre chose à propos de cet entrepreneuriat citoyen, ton expérience aussi, peut-être des levées de fonds, etc. Parce que je sais que ça a été un moment important aussi. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Alors, peut-être, je sais pas si l'entrepreneuriat, c'est un levée de fonds, faut forcément les mettre dans le même panier, mais nous, on est passé par un accélérateur qui s'appelle Startup Bootcamp à Amsterdam. Donc, on a été éduqués très vite à la Startup Nation. Et ça a été du très bon et du très mauvais. C'est-à-dire que
ça nous a appris d'une part, ça nous a appris à voir très grand, du scalable, avoir envie de construire une solution que tu puisses répliquer, faire grandir, aller vite, etc. Ça te met dans un certain mindset, état d'esprit, qui a été génial, qui nous a permis de pousser un peu. Parfois, moi, je venais pas du tout de ce milieu. J'ai fait des petits business avant qui avaient pas du tout de vocation à s'étendre dans des milliards de villes, tu vois ce que je veux dire. Donc ça a été génial, hyper porteur. Ça reste quand même de l'innovation, et l'innovation, ça nécessite du financement que tu trouves pas forcément avec tes clients tout de suite. Donc ça nous a permis de trouver des investisseurs qui croient en ta vision, qui croient en ton business et qui te permettent de faire ta recherche, de le développer. Donc ça, c'est un côté qui a été super. En revanche, ça te met dans un certain mindset qui, je pense, dans nous, on n'est pas non plus tout à fait. C'est-à-dire que l'innovation sociale, et à l'époque, nos clients étaient surtout les gouvernements, c'est pas le même rythme que quand tu fais de la fintech, j'imagine. Ça va moins vite, ça demande un certain degré d'appropriation, c'est de la culturation, t'es certainement 50 trop tôt. Enfin, tout ça fait que t'es dans les rails d'une start-up et que les gens auprès de qui tu lèves des fonds, même s'ils se disent investisseurs à impact, ont dans la tête les mêmes KPI qu'une start-up, auquel tu peux pas répondre. Donc, en fait, t'es à la fois dans ta roue de hamster, mais c'est une roue de hamster. Donc, tu cours, t'essaies de délivrer, tu vois, une vélocité, mais de malade mental que tu délivres pas, tu peux pas. Donc, alors pour le coup, moi, je connais pas la nostalgie, je sais pas, je suis incapable de regretter le passé parce que tout est apprentissage. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il faut changer maintenant et pour le futur. On a beaucoup appris, un peu à nos dépens, on a perdu du temps. Aujourd'hui, ce que je trouve génial, c'est que tu as de plus en plus ou de fonds d'investisseurs, mais aussi d'entrepreneurs, d'entreprises qui changent le statu quo. Il y a 1000 manières de monter une boîte, il y a 1000 manières de scaler. Enfin, oui et non. Tu as plusieurs chemins et que tu peux grandir, mais t'es pas obligé de grandir comme un malade très vite. Il y a aussi un certain rythme. Tu as d'autres investisseurs qui ont d'autres KPI, mais peut-être que si tu éduques ton marché, que tu l'exprimes mieux, ils vont quand même te faire confiance et tu vas pouvoir grandir. Je mettrais pas la citoyenneté là-dedans. En fait. Pour moi, c'est vraiment plus tous les débats entre entreprises à mission Bicorps. Pour moi, je trouve que c'est un premier jalon. Ça reste intéressant. Il y a des gens qui bousculent le status quo du monde de l'entreprise, d'une forme de capitalisme, notamment le mouvement ZEP aux États-Unis, la Purpose Foundation c'est les idées de steward ownership en Allemagne qui sont hyper intéressants, enfin moi qui m'exalte complètement, qui justement disent tu peux fabriquer des entreprises mais qui cartonnent, mais dont encore une fois la valeur qui est produite n'est pas concentrée sur un petit morceau, mais nourrit ta vision et mieux redistribuer, leur permettre de grandir, d'avancer, d'avoir des gens qui pilotent, qui partent, de nouveaux pilotes, etc. Donc, moi, c'est un peu ce que je te disais dans ma vie d'entrepreneur. T'as la mission de silo qui me porte et qui fait que c'est mon petit puzzle quotidien. T'as d'explorer des nouvelles manières de vivre une entreprise, de développer une entreprise, et je trouve qu'on est dans une période fabuleuse. Ma dernière verticale, c'est la tech. De dire aujourd'hui, quand tu mets, je suis pas la seule, heureusement, il y en a beaucoup, quand tu mets la tech au service de l'humain, pour nous, de la citoyenneté, comment ça peut contribuer, comment tu mets ta recherche et développement, pas pour acheter les gens à photographier leur machine, mais à y faire ce truc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Voilà. Trois choses-là que j'explique. Et justement, quand la citoyenneté prend plus d'ampleur, qu'est-ce qui devient possible dans le monde? Encore une fois, il faut être déjà très persuadé que sans démocratie,
il se passera rien. Donc, tu vois, tu regardes un défi aujourd'hui qu'on peut plus contourner, qui est le réchauffement climatique, enfin, le changement climatique. Le débat a été un moment, est-ce que tu fais dans une dictature verte, tu prendras peut-être des choix plus radicaux pour imposer les changements dont on a besoin, ou dans une démocratie où ça prend forcément plus de temps puisque personne n'est d'accord, mais au moins les solutions sont plus ou moins concertées, votées, etc. Ça prend peut-être plus de temps, mais donc déjà le prérequis de base, c'est qu'on veut préserver nos démocraties et qu'elles sont pas acquises et qu'on veut poser ce cadre. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut changer? Et ce qu'on essaye de bousculer, c'est que aujourd'hui d'être citoyen, c'est plus de mettre ton vote dans l'urne tous les 4 ou 5 ans, mais c'est de reprendre sa place dans la société. Ça peut être sur plein de choses différentes. Ça peut être une meilleure information. Ça peut être contribuer à la vie de ta communauté. Ça peut être donner ton avis sur des sujets qui te concernent. Ça peut être, voilà, c'est engagé. Il y a plein de choses et il y a plein d'entrepreneurs de la tech, mais pas que d'ailleurs. Il y a plein d'entrepreneurs sociaux qui ont pris plusieurs morceaux de ce puzzle. Nous, on a choisi la participation. On a choisi le storytelling. Donc, c'est pour nous 2 choses super importantes. Comment tu crées des nouveaux imaginaires et tu racontes des histoires où, en tant que citoyen, il y a un pouvoir. On peut changer. Et donc, on apprend aux organisations à plus se mettre, elles, en tant qu'héroïnes de l'histoire, mais leur communauté. On fait un petit clin d'œil à Céline Steyer de Nouvelles Héroïnes, du podcast Nouvelles Héroïnes. Ok, j'irai voir. Et la deuxième, c'est comment tu mets à disposition, et il y a encore beaucoup de preuves à faire, c'est encore très critiquable, oui, je sais, mais comment tu mets à disposition, t'inventes des nouveaux processus qui facilitent cette participation et cet engagement. Sur le terrain, dans la tech, etc., en politique, mais pas que, dans l'éducation, il y a plein de... Et voilà, c'est un prisme qu'on a choisi. Mais en fait, Chloé, ma question peut paraître stupide, mais en quoi c'est important, la citoyenneté? Et ben encore une fois, c'est de se dire, est-ce que face aux défis anxiogènes auxquels on fait face, de populisme, de désinformation, de changement climatique et plus, est-ce qu'on remet nos mains, notre destin aux mains d'une petite partie, ou est-ce qu'on s'associe ensemble pour inventer une nouvelle société et trouver des solutions? Donc ça, c'est ça la citoyenneté, c'est de se dire, j'ai de la puissance avec. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Par contre, il y a 1000 manières de penser la citoyenneté et nous, on explore, on essaie de trouver un truc, mais encore une fois, c'est pour ça que je disais qu'il y a une notion d'écosystème. En fait, c'est comme pour la citoyenneté permet de rééquilibrer le pouvoir. Ouais. Alors, oui, en tout cas, permet en tout cas de l'exprimer à plusieurs niveaux. Tu vois, c'est marrant, il y en a qui voient le pouvoir dans la politique. Il y en a beaucoup qui le voient dans les entrepreneurs, ça aussi, ça m'échappe. Ouais. C'est l'argent. Hein. Voilà. Qui disent, les corporates vont changer le monde, l'entreprise a un pouvoir de changement. Oui, mais aussi le politique. Et c'est aussi ça qui me touche. Pour moi, dans mes potes entrepreneurs qui remettent le pouvoir, t'en as qui le font sous le prisme d'inventer des nouvelles leaders politiques. Du coup, Alice et Lisa, t'en as pour qui c'est donc par le biais de l'entreprise. Donc, t'as ceux qui créent ce chemin autour de l'entreprise, la mission Big Corps, steward ownership et tout. T'as ceux qui sont, et de la société civile, qui sont plus sous le prisme du citoyen, des organisations, etc. Et je pense que c'est tout ça a raison, en fait. Donc, c'est, oui, rééquilibrer en se disant, en fait, on est rarement citoyen. T'es mère de famille, t'es employé ou salarié, t'es habitant d'un quartier, d'une ville, d'un pays, tu vois. Et ta citoyenneté, elle s'exprime à travers tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me réveille pas le matin en me disant, je suis une citoyenne, tu vois. Je me dis,
à 6h30, je réveille mes enfants, je suis une mère de famille et c'est comme ça que j'essaie d'exprimer ma citoyenneté. 1 heure après, c'est au taf en tant que physio. De temps en temps, c'est dans mon écosystème civique tech, je suis une parmi d'autres. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, la citoyenneté, c'est comment elle s'exprime à travers des plus petites tranches de vie et de rôle qu'on a. Et c'est là-dessus. Donc, ça s'exprime dans les choix qu'on fait et dans les petites casquettes qu'on prend à différents moments. Je sais pas si c'est Oui, clair. tout à fait, c'est très clair. Et je te questionne là-dessus aussi pour montrer à nos auditeurs à quel point c'est un effet miroir entre la mission de l'entreprise et ton fil rouge et ton parcours de vie à toi. Tu vois, toute cette notion de citoyenneté et de puissance et de pouvoir et de collectif. C'est hyper inspirant de voir à quel point c'est autant la mission de Civo que finalement ton parcours à toi. Mais surtout, mais quel plaisir. Enfin, encore une fois, c'est pas que waouh, c'est engagé et tout. C'est de là-dedans, si tu rencontres des gens mais tellement sympas, tellement passionnés, tellement incroyables, c'est juste vraiment, il y a un truc qui te nourrit, qui te booste, tellement créatif. Tout ça fait que tu te mets quand même dans un écosystème. Parfois, ouais, c'est difficile. Hein. Ouais, encore une fois, il y a moins d'argent disponible. Tu vends des solutions, c'est du nice to have. C'est pas encore tout à fait du must have. Donc, t'as beaucoup d'éducation. Enfin, tout ça, ouais, c'est sûr que c'est pas je sais pas, t'as pas une chaussure qui peut peut-être marcher tout de suite. Mais sur le long terme, mais même je pense le moyen et le court terme, il y a des moments de vibration, mais de pouvoir où c'est surkiffant vraiment. C'est surkiffant. C'est pas tout le temps évidemment, mais je te dis, c'est de gens autour moi qui font des trucs. Je me dis mais c'est génial et j'ai trop de la chance d'évoluer là-dedans quoi. Et c'est pas les business non plus hein, évidemment qu'il y a on est tous de temps en temps rattrapés par nos égos, nos machins, tout ça. Je vous dis pas. Oui, mais justement, ça fait aussi partie du parcours, tu vois. C'est comment j'expérimente cette notion de pouvoir et de puissance entre et d'individualité et de collectif. Et tu vois que ce sont des méandres, ce sont des réajustements, ce sont des autorisations, ce sont des rencontres. Et à chaque fois, ça nourrit ça. Et toi, tu en émerges une expérimentation de ce que c'est pour toi la puissance et le pouvoir. Et voilà, aujourd'hui, tu dis être puissante aujourd'hui, c'est pas ce que je pensais il y a 10 ans. Donc voilà, il y a cette notion de paix, de joie, de calme, de curiosité, et je trouve que c'est ça qui est fascinant en fait. C'est quelle est l'expérience que j'en fais et quelle pourrait être la prochaine expérience que je ferai de cette notion de pouvoir et de puissance, aussi bien moi intérieurement en tant que CEO que l'entreprise, parce que l'entreprise fait aussi son expérience et apporte sa propre expérience au collectif. Et tu peux l'expérimenter tout de suite. Tu sais, souvent, t'entends ces entrepreneurs qui disent, bon, quand j'aurais réussi, je montrais ma fondation. Heureusement, ça change, je me sens, le truc, la notion de, voilà, j'ai fait ma partie économique et puis plus tard, je m'engagerai dans une asso, une fondation, machin. Et mais c'est complètement cliché, c'est complètement dépassé. En fait, ce kiff-là que t'espères faire dans un temps, tu peux déjà l'expérimenter et le vivre dans ton boulot, dans ta vie. Donc, et encore une fois, ça ne veut pas dire monter ta boîte d'engagement citoyen ou d'innovation sociale. Encore une fois, je disais, t'as plein de manières de faire ça, d'apporter ta pierre et de vraiment trouver ce qui te fait contribuer en tant que citoyen. Ça peut être, enfin, même moi aujourd'hui, si pour une raison ou une autre, Civocratie, peut-être que dans 2 ans, j'aurais envie de laisser les clés au prochain. J'exclus pas du tout d'aller bosser avec une boîte qui existe déjà comme employé. Pour moi, tu te mets au service d'un truc. Oui, il y a pas de honte à revenir dans ce qui existe déjà.
Et dans le sens que tu peux, si tu, alors par contre, c'est obligatoirement le leadership qui te permet, toi, de prendre ta place et d'exprimer aussi ton truc. Mais ça peut être de plein de manières différentes. Et la vie... Et de toute façon, c'est comme ce que tu disais quand tu as eu ta nuit blanche, où tu disais plus jamais j'idéaliserai quelqu'un ou j'admirerai quelqu'un. C'est la même chose, c'est-à-dire que ce soit l'appel à contribuer, que ce soit l'appel à servir quelque autre aspiration ou besoin, c'est accessible maintenant. En fait, il y a pas d'étape intermédiaire. Et c'est bien. Chloé, pour clôturer cette conversation, j'aimerais peut-être qu'on fasse une dernière rubrique sur cette relation à l'argent, parce que forcément, quand on parle entreprise à mission sociale et sociétale, on se pose toujours cette question, et j'en parlais encore hier avec Stanislas Bio, de celui qui a fondé notamment la Maison du Bien Commun, la Nuit du Bien Commun. Moi, mon idéal, ça serait une société où il y aurait plus à choisir entre la création de richesse et le collectif, et le bien commun, et le tout. Donc, quand je rencontre des CEO d'une entreprise plus à volet social et sociétal, on se pose toujours cette question: comment on fait pour trouver cette justesse avec l'argent, avec la création de valeur? Tu disais tout à l'heure que voilà, l'argent, le chiffre d'affaires qui triple cette année, il est au service aussi de poursuivre la recherche et puis de votre confort à vous, des équipes, etc. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager comme peut-être, je sais pas, entre une et trois idées ou une et trois leçons que tu aurais apprises sur cette place de l'argent quand on a une entreprise à mission? Alors franchement, je vais te décevoir, mais je suis incapable de répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, avec Simon, non, mais on est un peu, tu vois, à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Civo, on s'assume en agence créative, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement de la tech, parce qu'on n'a jamais été des purs technocrates, mais on achète cette plateforme qu'on a développée, qui nous a coûté beaucoup d'argent et qu'on espère pouvoir continuer à développer, parce qu'elle fait littéralement 15% de ce que j'espère pourront être les plateformes d'engagement citoyen dans les 30 prochaines années. On est une agence créative, c'est-à-dire qu'on vend derrière du conseil, du jour-homme, etc. Et pour l'instant, c'est un modèle économique qui nous a permis de grandir, de nourrir aussi notre plateforme, etc. À la croisée des chemins, parce qu'il y a deux manières dont on pourrait l'envisager. On a triplé notre chiffre d'affaires. On est à un moment de l'entreprise ou dans l'équipe, c'est juste, on est au top. On s'entend trop bien. On est hyper efficace. On a des process de dingue. On pourrait monter encore un peu en puissance et en faire Silocratie une super belle PME, peut-être OTI. Après, donc parfois, je me dis, c'est un petit confort, c'est sympa. On rembourserait nos investisseurs, tu vois, dans les 5 prochaines années. On continuera à grandir, on continue à développer notre truc. Après, t'as à côté, c'est ce que je te disais, l'opportunité, c'est quand même aussi, et la puissance que pourrait être Silocratie, c'est que les campagnes qu'on organise pour nos organisations, c'est pas juste 10 000 personnes, mais des millions. Que on bosse pas pour une organisation ou 200 aujourd'hui qui ont envie de bousculer ça sur le statu quo et d'embarquer leur communauté, mais c'est des milliers. Et pour ça, il faudrait qu'on scale et qu'on grandisse. Honnêtement, j'ai pas envie d'y penser aujourd'hui. Je pense que je sais que je vais devoir le refaire, me remettre un peu là-dedans, que c'est des stratégies assez différentes, mais je pense que vraiment, et là, j'ai plein d'injonctions contraires dans le cerveau quand je te dis ça. Investisseurs, pour les filer tout tant pis. Mais en tout cas, je pense que pour nous aujourd'hui, la liberté dans l'équipe et d'ailleurs, c'est un truc que je partage aussi, hein, ce puzzle avec mes investisseurs, avec ceux le noyau dur de Civo qui sont l'équipe, mais quand même aussi notre board et tout, c'est qu'on peut prendre ces deux directions et que j'ai pas envie de me coincer dans l'une ou dans l'autre. Et que
je sais que j'ai pas envie de faire un petit truc. Et chez Sivo, on a envie d'exploser parce qu'on a envie d'avoir plus d'impact, parce qu'on a envie de grandir. Mais est-ce qu'on a envie d'être the plateforme dans 10 ans ou pas? Je sais pas. Et ça, je pense que parce que, encore une fois, je sais pas, est-ce qu'on a envie d'être the plateforme ou est-ce que la réponse, c'est peut-être on joigne nos forces avec d'autres, tu vois, plateforme et qu'on fasse un super truc. Et pour moi, je veux pas me coincer dans un modèle ou dans un autre de croissance où on nous a mis sur des rails. Comme je disais, Startup Bootcamp, ça a été génial parce que oui, ils nous ont permis de voir grand, de taper dans des process que peut-être moi, en tout cas, dans ma vie d'entrepreneur avant, j'avais pas imaginé. J'aurais laissé un noyau, disant c'est pas moi. Mais en revanche, je veux croire qu'il y a plein de modèles de croissance différents. Ouais. Et encore une fois, je fais confiance aux opportunités et nous, à notre créativité, notre compétence en tant qu'équipe et silo pour les saisir et grandir. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Au début de l'année, ça a été peut-être rejoindre une boîte mieux calibrée et faire un plus. À d'autres moments, c'était non, de lever peut-être encore un peu de fonds et de scaler. Pour l'instant, on laisse pas de fonds, ça, on n'en a pas besoin, j'ai pas envie. J'ai plus envie, en tout cas, pour l'année qui suit. Mais peut-être que dans un an, on aura remis des bases où je dis, ouais, là, c'est le moment. Là, c'est le moment de repasser un peu. Mais peut-être pas, ça se trouve, la recette, ça peut être un troisième truc qui on continue à vendre, à démarcher, à avoir des clients, et à faire du profit, à nourrir notre mission et grandir comme ça. Et il y a peut-être une quatrième porte que je connais pas, en fait. Ouais. Et puis, en fait, tu réponds tout à fait à ma question par rapport aux leçons en lien avec l'argent quand on a une entreprise à mission. C'est la leçon, c'est la croissance ne veut pas dire toujours plus. La croissance, elle peut être circulaire. Ouais. Et l'argent, c'est pas forcément toujours plus d'argent. C'est un flux, en fait. C'est de trouver cet équilibre et d'optimiser ce flux. Mais le flux n'est pas forcément dans le toujours plus d'argent. Non, mais après, c'est vrai que nous, on est biaisés. Enfin, moi, l'argent n'a jamais été au cœur du réacteur, quoi. C'est le nerf de la guerre parce que c'est ton indépendance, parce que, voilà, on vit dans un bled où il en faut mais, encore une fois, enfin, et pour moi, je le vois comme une chance de dingue, ce qui nous porte, qui nous fait lever le matin. Et je le mets en termes de puzzle parce que le puzzle, c'est rigolo, parce que ça a envie de jouer et que parfois, c'est une migraine, c'est pas un puzzle, hein, c'est juste un gros casse-tête qu'on va résoudre. Mais en soi, Rubik's Cube. un déjeuner avec nous chez Sivo, c'est un débat en permanence. Le truc, c'est qu'est-ce qui va permettre de générer plus d'engagement, c'est la mission, quoi. Oui, c'est ça. Et l'argent, c'est un des moyens pour. Honnêtement, il y a des moments où je me dis j'aurais peut-être mieux fait de faire une fondation. Il y a d'autres moments où je me dis encore une fois, ça va être une super belle agence avec une super belle plateforme et qui va faire tant. Et il y a d'autres moments où je me dis c'est la scale-up du monde. Et il y en a d'autres où c'est quand même que le quatrième truc qui serait 1 + 1 = 10. Ouais, pour moi, ce qui m'amuserait dans les prochaines années, ce serait de joindre nos forces avec d'autres boîtes avec qui on a envie de tout casser, quoi. Et on de multiplier parce que pour le coup, c'est pareil. Il y a la force du collectif là-dedans. Et il n'y a pas d'ego, en fait. La réussite de Sivo, ça n'a pas besoin d'être Sivo-cratie dans 2 ans. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, mais je comprends très bien. Je comprends très bien et je pense qu'il y a une deuxième leçon dans ça. C'est à quel point les modèles économiques sont obsolètes. Et il y a comme un besoin, il y a un besoin de réinventer l'entreprise, tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et il y a plein de chemins différents. Et en fait, aujourd'hui, alors encore une fois, parce que je profite un peu d'être dans une espèce d'apogée, de bien-être, une bulle où on bosse super bien et les graines qu'on a semées éclore et qu'on est top. Et que du coup, j'ai pas forcément envie de me remettre direct dans le prochain choix qu'il faut faire, tu vois. De se dire, est-ce qu'on veut être le scale, ou est-ce qu'on veut
rejoindre un autre groupe? Est-ce que je vais merger avec Bisu, machin? Là, justement, moi, j'ai pas envie de me poser cette question. Mais aussi parce que je pense qu'il y a un moment où il y a des trucs qu'on va laisser et il y a une opportunité qui va apparaître, qu'on va voir, qui est peut-être déjà là, qui est peut-être pas encore là. Donc, et, et, euh, et je sais pas exactement ce que ça sera. Est-ce que ça sera Et puis, Civo avec quelque chose d'autre? Est-ce que ça sera Civocratie plus? Est-ce que ce sera et puis c'est elle aux auditeurs qui le chemin. veut merger, qui veut nous rejoindre, qui veut... Et puis c'est le chemin aussi de cette facette consciente, tu vois, de l'entrepreneuriat. C'est je ne contrôle pas tout, je ne sais pas tout, je ne porte pas toutes les responsabilités. Il y a autre chose qui est là et parfois on n'a pas les réponses et les réponses elles arrivent quand on est prêt aussi à les laisser se révéler. Tout à fait. Donc Ouais, c'est très juste, bien sûr. Et de temps en temps, faut faire des choix aussi. Il faut trancher bien sûr. parce que ça n'arrive pas et tu passes le coup d'accélérateur. Mais c'est vrai que de temps en temps, tu te laisses enfin, voilà. Et puis, attends, de manière très humble aussi, même si aujourd'hui, les choses commencent à éclore, se mettre en place, etc., où on est dans une position, beaucoup plus solide et tout. Enfin, encore une fois, dans la quête, on s'est donné, on est à 10% de ce qu'on fait. Mais le puzzle, il est pas fini. Le modèle économique, enfin, on n'a pas un client qui demande exactement la même chose. On est en plein dans nos innovations de produits et on va devoir faire des choix. Donc, on fait beaucoup de recherches en ce moment. Et ben, faire un choix, ça veut dire laisser un morceau et prendre l'autre. Donc, ça a un peu aussi une notion de laisser tomber ça pour... et donc, vraiment, de manière très humble aussi, je sais pas exactement ce que ça va être. Et j'ai pas toutes les réponses et du coup, je peux pas dire exactement. Voilà. Ça, j'ai été hyper critiquée là-dessus. Franchement, dans le monde de la tech, de la start-up, t'es censé montrer ta réponse à tout. Tu fais ton business plan sur 5 ans avec des chiffres qui veulent absolument rien dire. Même dans l'impact, hein, on te demande de théorie d'impact. Franchement, mais tu dois sortir des données qui n'existent pas en disant, voilà mon impact record, alors qu'en fait, t'as rien prouvé. Ouais. Non, on n'est plus là. Il y a une partie d'humilité où on sait qu'il y a encore beaucoup à déblayer, une partie de puissance où je pense que on fait partie des gros experts dans notre domaine en Europe et qu'on est super bien placés. Mais voilà, les dés sont pas achetés, quoi. À construire, à rechercher, et on verra. C'est cool. Ok, magnifique. En tout cas, merci beaucoup pour tout ton partage, Chloé, très riche et très inspirant. Ah, mais j'espère que ça va intéresser. Franchement, merci de me prêter à cet exercice. J'ai beaucoup pris la tête si je devais le faire ou pas parce que je sais pas si ça va inspirer. En tout cas, je pense que les clés, enfin c'est pas mon parcours que j'espère inspirant, c'est plus est-ce qu'il y en a d'autres dans ce monde qui ont envie de résoudre des problèmes et de leur dire vous pouvez le faire de plein de manières si vous avez envie, on peut le faire ensemble si ça vous amuse et voilà, c'était un peu ça ce que je voulais laisser. Et puis c'est aussi la notion de puissance pour cette saison 2. Donc j'ajoute comme intention que les personnes qui écouteront cette conversation prennent un shoot de puissance. Voilà. Et de puissance, voilà, dans la justesse du terme et toujours dans l'intégrité. Je te souhaite en tout cas, Chloé, de continuer ce chemin de réussite avec beaucoup de justesse, d'humilité, de conscience comme tu le fais et comme tu nous as partagé. Et je profite pour rappeler aussi à quel point c'est important quand on est CEO d'être soutenu, d'être entouré et d'être accompagné parce que parfois se mettre en priorité, on n'y arrive pas tout seul. Donc voilà, c'est important de le rappeler. Ouais. 2 dernières questions et tu vois, je me disais cette deuxième saison, les épisodes vont être plus courts. Eh bien non, ça ne sera pas plus court. C'est normal.
Non, c'est pas possible. Et moi, ça me va très bien. 2 dernières questions, Chloé. Qui t'aimerais entendre dans ce podcast? Tu veux des filles? Bon, comme tu veux. Ça peut être pour la Euh, saison 3, si c'est pas des filles. Alors, ouais, je suis biaisée, mais moi, j'adore tous mes copains de la Philitech. Je pense à Benoît Raphaël de Flint, à Marc-Antoine Garrigue de Toguna. Je pense à ma copine Léonore de Roquefeuille de Vox, qui est une fille géniale. Je pense à Alice Barbe de l'Académie des futurs leaders. Oh là là, j'espère que j'en oublie. Mais en tout cas, cet écosystème d'entrepreneurs fabuleux qui font des choses incroyables et qui me portent, qui me galvanisent vraiment. Et il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi d'autres que je connais moins bien, mais que je suis et qui, à leur manière, m'apportent beaucoup d'inspiration et de force. Euh, voilà. Après, c'est vrai que à Berlin, donc une grosse partie de mes copios entrepreneurs sont pas forcément français. Mais déjà, c'est magnifique. Et puis, moi, j'irai aussi regarder chacune des personnes que tu as pu citer. Ouais, bah voilà. Et puis, je sais pas, tu vois, je me disais, moi, encore une fois, t'as aussi des entrepreneurs, mais t'as aussi d'autres gens qui font des boîtes et peut-être qu'ils sont pas forcément les fondateurs, mais moi, dans mon équipe, je me disais que si t'avais mis d'autres gens de au micro, ça aurait eu aussi un impact de fou parce qu'encore une Oui, fois, c'est des mais gens. tout à fait. Mais tout à fait. Et, je prévois, je Il y a peut-être prévois des des épisodes avec des voilà, intrapreneurs. voilà, exactement, Ouais. qui aussi, qui de manière encore une fois, pour moi, la glorification de l'entrepreneur, du fondateur, Ouais. euh, je pense qu'il faut pas en sortir un peu parce qu'on a besoin d'être aimé et que c'est cool de voir de voir ça. Mais vraiment, aujourd'hui, il y a 1000 manières d'être créateur, d'apporter de la pierre et Bien sûr. j'admire beaucoup les gens qui arrivent après dans une histoire, qui n'ont pas la même reconnaissance, mais qui font avancer, qui encore une fois, qui prennent l'ownership, qui sont responsables. Ouais. Et, moi, j'ai réussi à tenir chez Sivo, c'est cette équipe-là qui s'est approprié le truc, quoi, et qui permet les jours où j'ai envie de passer tout le monde au lance-flamme parce que j'en ai marre, là, qui sont là et qui me permettent de gémir dans mon petit coin et qui font un super boulot. Challenge de toute façon. Et j'en connais d'autres. J'en connais plein d'autres de gens, donc ça pourrait être aussi intéressant de leur donner des micros. Ouais, et puis, tu sais, quand l'épisode sortira, tu pourras aussi, si tu as envie, faire un post LinkedIn et peut-être citer toutes les personnes que tu as envie de remercier sur... Il y a un plafond. Il n'y a pas de plafond. Je suis pas du genre... Ouais, carrément. Oui, parce que j'ai plein de gens auxquels je pense et qui serait super à qui tu mènes de la lumière. Okay. Et je réfléchirai à ça, ouais. En tout cas, merci beaucoup de ton invitation. C'est trop Avec sympa. grand plaisir, Chloé. Et donc, la dernière question. Travail. Ah oui. Avec quoi tu repars de cette conversation? Eh bien, de me permettre de parler de mon cheminement et pas que de Sivo. Je crois que ça permet aussi de, tu vois, tu m'as demandé le fil de tout ça. C'était chouette de pouvoir réfléchir avec toi à ce que c'était, qu'est-ce qui me porte. Et franchement, j'ai pas très bien dormi et j'étais fatiguée à 2 heures quand je suis arrivée sur le call avec toi. Et là, j'ai plein d'énergie. Je crois pas que c'est parce que j'ai parlé de moi, même si c'est cool. Encore une fois, ça satisfait un peu l'ego de dire, oh, je vais passer dans un podcast, ça va être trop bien. J'ai super peur. Je suis très mauvaise sur les réseaux sociaux. Mais en fait, tu défriches avec toi, puis c'est ton métier. Je sais aussi que, voilà, tu es coach et donc on sent, tu poses des bonnes questions, tu rebondis sur des choses où tu te dis, tiens, elle a rebondi là-dessus, elle a compris. Ce que j'ai essayé de dire, ça fait vraiment plaisir. Ou des questions plus inattendues que tu as envie de creuser. Voilà. Parfois, il y a un peu la solitude de l'entrepreneur où, bah oui, on te demande des choses sur ton impact, ton machin, ton truc, tes chiffres. Et c'est ça qu'on parle pas souvent
de ce qui nous fait lever le matin, de ça. Donc, moi, je repars avec ça. Peut-être réfléchir à mon fil rouge. Je t'ai dit quoi? La joie, le désir et la curiosité. Non, la puissance. La puissance. L'argent, le pouvoir. Non, mais ouais, c'était chouette de verbaliser, en fait, de ce qui me permet aujourd'hui Je pense qu'il y a une vraie clé dans cette notion de puissance. Et je pense que c'est aussi la clé de la prochaine étape pour toi. Dans toutes les sphères de ta vie. Ouais. Tu me raconteras femme 37 femmes, donc qu'est-ce que c'est? Ou peut-être après le podcast, tu me racontes ce que c'est de faire là-dedans. De quoi, l'espace 37, tu veux dire? Ouais, l'espace 37, je crois que tu m'expliques. Ah oui, c'était justement le collectif qui réunit des entrepreneurs et des dirigeantes sensitives et qui soutient leur intégrité. Ok. Voilà. Donc oui, avec plaisir de t'en parler. Ça marche. Grand merci, Chloé. Un grand merci. Et puis, hâte de voir, de continuer à voir ton chemin et de suivre Sivocratie. Ah ouais, mais tout le monde s'inscrit sur Sivocratie. Hein. Ouais, je vais mettre, de toute façon, tu vas me partager les liens qu'il faut mettre pour nos auditeurs et ce sera tout indiqué dans la description de l'épisode ainsi que la meilleure façon de te contacter. À bientôt, Chloé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.